Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Malgré les multiples travaux sur les différents barrages hydroélectriques, les Camerounais continuent de subir de graves crises électriques. Illustration à Garoua, dans la région du Nord, où des populations broient du noir. Le gouvernement explique ces désagréments par le faible approvisionnement de ces barrages censés approvisionner le Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, malgré une volonté du gouvernement de mettre fin aux tracasseries policières sur le corridor Douala-Bangui-Djamena, des transporteurs espèrent mieux. Des syndicats demandent aux dirigeants de la sous-région de renforcer le dispositif de lutte contre le rackettage, des préoccupations aux côtés de la vulnérabilité de leur activité. Le point dans ce reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice, Kamgan. De concert avec les autorités sécuritaires, notamment la gendarmerie nationale, les transporteurs ont convenu il y a quelques mois de la mise en place d'une plateforme de travail afin d'adresser les questions de tracasseries routières sur les corridors Douala-Bangui-Douala-Djamena. Les tracasseries routières comme tout le monde connaît et tous les jours, on en débat sur ça pour avoir un allègement. Mais présentement, nous sommes en train de constater un changement positif. Ce changement positif doit être soutenu et définitif sur les deux corridors, pensent les transporteurs. L'activité des transports, poumon de l'économie des États de la sous-région Afrique centrale, elle est pourtant butée au-delà de cette tracasserie à la débrouillardise en raison des violations des prix réglementaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés de transport qui ont même investi dans ce secteur avec 100 camions, 50, 70 camions. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec 0 camion. De colossaux investissements perdus donc, faute de respect des tarifs, pour arrêter d'accord parti entre les acteurs du transport dans la sous-région. Les prix planchers retenus au terme de diverses concertations, 3 350 000 francs CFA pour le corridor Douala-Bangui, 3 300 000 pour Douala-Djamena, c'est la suivi de l'activité de transport qui se joue. Ce tarif même, c'est un tarif dérisoire, parce qu'il y a de cela 10 ans, nous avons prévu un tarif plus supérieur à celui que nous avons appliqué aujourd'hui. Mais comme les collègues tchadiens et centrafricains, ils ont dit non, il faut un peu assouplir, nous avons accepté. Des tarifs appliqués jusqu'en 2022 avant une prochaine évaluation. Les autres acteurs, notamment les commissionnés agréés et les transitaires, ont été impliqués dans la chaîne des concertations pour des décisions consensuelles. Dans le septentrion, les populations sont confrontées aux coupures intempestives d'électricité et même de délestage malgré les multiples travaux sur le barrage hydroélectrique censé donc résoudre ces problèmes. Le gouvernement explique ce désagrément par le faible niveau d'approvisionnement de ces barrages. Le point dans ce reportage de Jean-Blaise Noupéé et Isabelle Carole Zoupet. Suivant dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupet et de Jean-Blaise Noupéé, je vous le disais il y a quelques instants, malgré les multiples travaux sur le barrage hydroélectrique à travers le pays, les Camerounais continuent de subir de graves crises électriques, illustration dans le septentrion où des populations expriment leur mal-être. Ils ont donc saisi l'occasion de la tournée du ministre de l'Eau et de l'Énergie pour exprimer leur ras-le-bol dans ce reportage que signe Isabelle Carole Zoupet. Les régions du septentrion font face depuis plusieurs semaines à des coupures intempestives d'énergie électrique. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie dans le Nord. Gaston Elundou Essomba explique que ce désagrément fait suite à la grave crise hydrologique que connaît le barrage de Lac d'Eau. Le principal problème auquel nous faisons donc face aujourd'hui est un problème de déficit d'eau. Ce n'est pas un problème d'ensablement, il faut bien le dire. Ce n'est pas un problème de défaut électromécanique d'ouvrage, il faut le dire. C'est essentiellement un problème de déficit d'eau. Avec seulement 2 milliards de mètres cubes d'eau,
l'ouvrage ne peut pas libérer plus de 6 millions de mètres cubes d'eau par jour pour turbiner. Pour résoudre cette crise énergique liée au déficit d'eau, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a pris une série de mesures à l'effet de renforcer l'offre de production dans cette partie du pays. Sur l'urgence, à savoir démanteler la centrale thermique d'Ahal et Yaoundé pour l'installer dans ces trois régions. Et que cette activité est en cours, elle est effective. Il fallait bien aller sur les différents sites, constater la présence des groupes qui sont déjà là. Hier, nous étions en Gandéré, nous avons eu des groupes. Aujourd'hui, nous sommes à Garoua, nous avons eu les premiers générateurs qui sont déjà là. Les populations du Septentrion ont hâte de ne plus subir les délestages et de reprendre normalement leur activité complètement paralysée, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et dans ce journal évoquant ce mouvement dans la préfectorale au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a signé ce vendredi 18 décembre 2020 un décret portant nomination des préfets à travers le pays. Dans le centre, près de 5 mois après le décès de Jean-Claude Silla, le chef de l'État nomme un nouveau préfet à la tête du Fundi. Il s'agit d'Emmanuel Mariel Ndjindeng, qui assurera désormais ses fonctions. Il est remplacé dans la Mefou à Famba par Kengnou Nana Thierry, précédemment secrétaire général dans les services du gouverneur de la région du littoral. Et dans la région du sud du Cameroun, Nouveau Bello a été nommé préfet de l'océan. Et Nouveau Bello, faut-il le préciser, est remplacé dans le Mbéré par Ribouin Amomgan, lui Florent, précédemment préfet du Mayo Sava. Et à l'ouest du pays, Kolbot Aman David est le nouveau préfet de la MIFI, dont le chef de l'État, Paul Biya, qui a signé ce décret ce jour, portant également nomination des sous-préfets et même des secrétaires et inspecteurs régionaux à travers le pays. Globalement, le chef de l'État, Paul Biya, a injecté des 109 dans 18 des 58 départements à travers le pays. Toute autre chose à présent, 634 millions de francs CFA, c'est le budget voté pour l'exercice 2021 de la commune de Mbanga dans le département du Mungo, région du littoral, revu à la hausse de près de 104 millions de francs CFA. Ce montant servira donc à résoudre le problème d'adduction en eau, électrification d'une dizaine de villages. Jacques Molon, Julien Berthe-Bissaï. Voilà près de 10 années. Les populations de Mbanga n'ont plus recueilli une goutte d'eau coulant d'un robinet de la Société nationale de distribution d'eau, la Camwater. La quasi-totalité des habitants des quartiers s'abreuvent dans des marigots souillés et puits de fortune dans la ville. Il en est de même pour l'énergie électrique. La vingtaine de villages et les quartiers de cet arrondissement sombrent dans l'obscurité à la nuit tombée. Prioritairement, nous entendons qu'il améliore les pistes du quartier et même les pistes collecte du champ, en même temps aussi l'éclairage public. Ça fait plusieurs années que Mbanga ne possède pas l'eau potable. Les populations en souffrent tellement parce qu'il y a d'autres points récurrents qu'il n'y a même pas de sources locales. Réunis à la session budgétaire pour l'année 2021, les conseillers municipaux de Mbanga mettent en priorité sur la table des projets à réaliser, l'adduction en eau potable et l'électrification des coins et recoins de toute leur municipalité. Des besoins urgents légitimes pour la population que reconnaît la mairesse du coin. Nous avons des problèmes d'eau dans cette commune, d'électricité, mais surtout d'eau. Et le premier défi, c'est celui-là. Ramener de l'eau aux populations qui ont soif. Fort conscient de ces deux défis majeurs à relever, à savoir offrir l'eau potable et l'électricité à toute la population de la commune de Mbanga, les conseillers municipaux à l'unanimité viennent de voter un budget de 634 millions de francs CFA. En hausse de 104 millions de francs, l'autorité administrative recommande une transformation de toute la localité. Attendre de vous le bitumage de la route, l'éclairage de plusieurs villages, les adductions d'eau potable, la réhabilitation des forages, l'assainissement de la ville de Mbanga, la construction de plusieurs infrastructures de base, notamment les écoles,
et l'équipement en table-banc pour efficacement accueillir l'afflux de déplacés venant des régions voisines en crise. L'exécutif municipal de Mbanga tient sa feuille de route pour 2021. Les populations attendent voir vivement les chantiers démarrer pour enfin boire une eau potable et voir surtout leur quartier doté d'éclairage public. Pour elles, le maçon sera jugé au pied du mur le moment venu. Et dans la commune de Yaoundé 3e, le budget pour l'exercice 2021 s'élève à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Le nouvel exécutif communal entend donc œuvrer afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Et lors de la session ordinaire, le sous-préfet a appelé les élus locaux à œuvrer afin de maximiser les recettes et également mettre fin au détournement de fonds publics. Le reportage de Marcelin Gansop. Entre crise sanitaire et morosité économique, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 a eu maille à partir avec les engagements pris en début d'année. La pandémie de la Covid-19 a porté un surcoût aux actions qui avaient été programmées, non sans plomber les recettes qui étaient attendues. Au moment où l'on observe une reprise des activités, l'espoir est à nouveau permis. Les priorités, ce sera beaucoup plus pour le développement de nos populations, c'est-à-dire les petits projets que j'ai initiés au niveau de nos quartiers et villages. Et nous aurons aussi un point particulier pour les œuvres sociales. Pour ce faire, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 table sur un budget de plus de 2 milliards 200 millions de francs CFA. Il est en hausse de 13% par rapport aux 1 milliard 900 millions de l'exercice précédent. Ce budget n'est pas fantaisiste. Nous croyons avoir sérieusement travaillé pour le réaliser. Effectivement, avec la pandémie, on n'a pas pu faire certaines choses, mais nous croyons avec les nouvelles mesures que nous avons prises par rapport au recouvrement de nos recettes, je crois que nous pourrions atteindre nos objectifs. C'est le vœu exprimé par le sous-préfet de Yaoundé 3 pour qui l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations est un impératif catégorique. Vous avez cité des projets que vous voulez mettre en œuvre. On le dit généralement, on juge le maçon au pied du mur. Nous voulons espérer que, à la fin de l'année 2021, lorsque viendra l'heure du bilan, nous pourrons dire avec vous, nous sommes engagés à faire un certain nombre de choses, nous l'avons fait, et les conseillers pourront vous donner à nouveau leur itus. Aussi, l'autorité administrative a-t-il invité l'exécutif municipal et l'ensemble des conseillers à travailler en synergie et à tourner le dos aux pratiques peu orthodoxes afin d'optimiser les recettes nécessaires à la réalisation du plan d'action qui a été arrêté. Il s'agira d'aller chercher les recettes là où elles peuvent se trouver, de mobiliser vos collaborateurs pour que tout ce qui est comme recette soit véritablement reversé dans les caisses de la commune. Éviter la distraction. Des ressources comme cela a souvent été le cas. Après une année 2020 difficile, la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 fonde beaucoup d'espoir sur l'exercice 2021. Le budget qui vient d'être adopté permet de rêver. Coronavirus, la résurgence de la maladie dans la région de l'Est Cameroun inquiète le programme alimentaire mondial, le PAM. L'organisme des Nations Unies se dit préoccupé par la gestion peu orthodoxe de la logistique médicale, de même que la manipulation des stocks de produits mis à disposition des aires de santé qui ne respectent pas du tout les normes, d'où l'appui au personnel de santé des 14 districts de santé de la région de l'Est Cameroun. Benjamin Issam, reportage. Depuis la survenue de la pandémie du Covid-19, l'État investit d'importants moyens dans le matériel médical en vue d'assurer la riposte. Un constat s'impose cependant, la gestion optimale des stocks n'est pas toujours la chose à mieux partager, tant au niveau central que régional. On aimerait que chacun puisse dire, puisse savoir exactement que les urgences ne veulent pas dire que c'est des catastrophes, c'est pas la même chose, il faut des précipitations pour qu'on puisse diminuer ça et qu'on puisse être encore dans les normes. Le programme alimentaire mondial entend ainsi mettre son expertise dans les domaines de l'appui logistique au service de la stratégie gouvernementale afin de faire face aux conséquences de la pandémie. Aujourd'hui, nous voyons comment la deuxième vague est en train de faire ravage à l'Occident et nous devons
plus que jamais être prêt à faire face à cette deuxième vague si jamais elle se concrétise dans notre pays. Les logisticiens des 14 districts de santé de l'Est viennent d'être à l'école de la gestion du transport et des stocks afin de réduire les insuffisances constatées jusqu'ici dans la logistique médicale. La logistique médicale fait partie de la logistique humanitaire. Ça veut dire qu'on essaie de faire passer les médicaments à telle sorte que ça remplisse les normes en arrivant dans l'endroit où on veut distribuer. C'est-à-dire que si le médicament quitte par exemple le port pour arriver ici, nous sommes à l'Est, ces médicaments doivent arriver dans des conditions qui sont contrôlées et qui sont aussi bien pour la consommation de la population. Au niveau du ministère de la Santé publique, on estime que ce renforcement de capacité permettra de réduire le gaspillage des ressources et d'augmenter le gain de temps et de connaissances. Et l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, est décédé du coronavirus à l'âge de 71 ans. Il avait contracté le virus alors qu'il se trouvait à Bamako, au Mali, hospitalisé depuis une semaine à la clinique Pasteur au Mali. L'ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a trouvé la mort alors qu'il était en train de rejoindre un hôpital parisien. Pierre Buyoya donc, a dirigé le Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003. Tout autre chose à présent, une vingtaine de réfugiés centrafricains ont embarqué ce jour à destination de Bangui, une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une solution implémentée par le Haut Commissariat des Nations Unies auprès des réfugiés lancée en 2019 et ce qui porte donc à plus de 5000 le nombre de rapatriés volontaires. Le récit d'Innocent Abega et Cédric Ndigne. C'est enfin le grand jour pour la quinzaine de réfugiés centrafricains dont Éloi qui retournent dans leur pays natal après plusieurs années passées en terre camerounaise. Je me sentais bien parce que avant que je rentre au pays, j'ai beaucoup réfléchi. Réfléchir Cameroun et Centrafrique. Et je suis seul. Et toute ma famille sont Bangui. Et ça me fait plaisir de remercier tout la chair pour rentrer au pays. Un retour chargé d'émotions est rendu possible grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et son programme de rapatriement volontaire. Le rapatriement, c'est l'une des solutions durables du HCR. Et de retour au pays d'origine, qu'on appelle le rapatriement, il est volontaire. Et ce retour-là émane de la décision personnelle du réfugié. Personne ne peut l'interdire et personne aussi ne peut le forcer à partir. Le réfugié décide volontairement de retourner et le HCR l'accompagne dans ce retour. Aujourd'hui, on a 16 réfugiés qui repartent aujourd'hui volontairement en RCA. Si pour Éloi, la joie de retrouver les siens restés au pays est au-dessus du reste, pour Emak, par contre, c'est un retour teinté de grandes promesses. Ce départ a été motivé parce que c'est mon pays d'abord, et je dois rentrer, contribuer au développement de mon pays. Tout le temps que j'ai passé au Cameroun, j'ai eu à faire des petits tests, j'ai eu des petits certificats de formation. Donc avec ça, je pourrais rentrer, aider mon pays aussi avec. C'est très important de rentrer chez soi, parce qu'on ne peut pas rester à l'étranger durant toute notre vie. Nous avons fui le pays parce que nous avons eu à vivre un moment difficile. Et le Cameroun a été un pays hospitalier. Le Cameroun nous a reçus, nous a fait du bien. C'est vrai, il est temps qu'on rentre chez nous, organiser notre pays et rebâtir aussi, développer notre pays. Une vague de rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains qui porte à plus de 2000 le nombre de départs enregistrés durant l'année 2020. Un retour doublé d'un appui financier du HCR, comme un coup de pouce à Éloi, Emak et aux autres réfugiés centrafricains pour se rebâtir une nouvelle vie, bien loin du cauchemar des années antérieures. On parle éducation à présent, la problématique du livre scolaire résumé dans un ouvrage que vient de présenter le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Des questions liées au contenu, de même à la qualité, en passant par la chaîne de distribution, sont passées au scanner par des experts. Ils estiment qu'il y a encore du chemin à faire afin d'apporter justement la sérénité dans le secteur. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop.
C'est une incursion dans ce qui s'apparente à un véritable serpent de mer. Tant la question du livre scolaire suscite des débats, charrie des passions et cristallise des tensions. Si je parcours tous les ouvrages de nos enfants, on a l'impression que le manuel scolaire apprend à nos enfants à aller trop vite, mais en se grattant les pieds. Le manuel scolaire camerounais, il est fait pour qui? Est-ce pour le citoyen français? Est-ce pour le citoyen allemand? Il doit être davantage construit pour le citoyen camerounais de demain. En fait, on a trouvé que le ratio élève-manuel scolaire, quelquefois, c'est un manuel scolaire pour 12 élèves. Et ça, vraiment, ça crée un problème pour les élèves. Les manuels scolaires sur le sujet d'histoire, 12% de contenu s'occupe avec l'histoire du Cameroun. Et en fait, à notre avis, c'est pas assez. Voilà qui a mené le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire à faire de la question du livre scolaire une de ses priorités. Des expertises de divers ordres ont été mises à contribution pour tenter de démêler les chevaux et contribuer à une meilleure compréhension de la problématique du manuel scolaire au Cameroun. Il ressort clairement qu'il n'est pas possible aujourd'hui au Cameroun de séparer le problème du manuel scolaire du problème du système éducatif et que la faillite du manuel scolaire est d'abord la conséquence de la faillite du système éducatif, du manque de clarté dans la vision de l'éducation qui impacte le manuel scolaire en termes de qualité, à la fois la qualité de la forme et la qualité du contenu. De la conception à la distribution, en passant par la réalisation et la sélection des ouvrages, les goulots d'étranglement se multiplient à la hauteur des enjeux et des acteurs de la chaîne du livre. Il faut d'abord relever que le contenu n'est pas toujours en adéquation avec les objectifs affirmés de politique nationale qu'on pourrait trouver dans les documents de stratégie. Deuxièmement, en termes de qualité scientifique, ces contenus laissent encore énormément à désirer. Et du coup, lorsqu'on regarde la sélection, elle fait la part belle aux producteurs étrangers. Déjà préoccupante, la crise du manuel scolaire s'est amplifiée ces dernières années avec l'introduction du livre unique. C'est la même rengaine telle qu'on a pu l'observer à la veille de la rentrée scolaire. Le livre scolaire se fait rare, il est parfois de mauvaise qualité, son contenu est critiquable et son prix n'est pas toujours accessible. Et dans un tout autre registre à présent, après plus de 10 années passées, son véritable guide, le village Mombo, dans le département du Mungo, enfin son chef traditionnel, une autorité qui arrive donc au moment où le village est en proie à l'exode forcé des jeunes du fait de la guerre, mais aussi de la misère. Il devra donc tout faire pour amener les ressortissants de Mombo chez eux, mais aussi restaurer la confiance. Kediara, reportage. Retour à la normale pour les populations du village Mombo Bonne Carrière, dont le Mungo. Après des mois passés en vadrouille du fait de la crise anglophone, ils sont pour la plupart de retour chez eux. Et cette fois, avec à leur tête un chef traditionnel pour les diriger. En plus de la crise anglophone qui a fortement ébranlé les riverains de Mombo, il y a surtout qu'ils ont vécu près de 10 années sans véritable guide, un supplice auquel a mis en terme l'intronisation d'un nouveau chef traditionnel. Installé par Sa Majesté Moukete Ngo Magellan, le chef supérieur du canton Ballon, la nouvelle autorité traditionnelle de Mombo devra faire preuve de tact et de sagesse pour résoudre les problèmes de sa communauté. Nous devons tous travailler en collaboration. Un chef n'est pas le détenteur du savoir. Les populations peuvent apporter un conseil au chef qui sera important. Et que ma famille aussi doit m'apporter un soutien. Les notables doivent m'apporter beaucoup de conseils pour qu'on puisse réaliser le projet du Recom Backward. Le village Mombo est connu pour les litiges fonciers qui séparent les familles. Le chef devra également veiller au retour sur place à Mombo de tous les autres ressortissants
partis à cause du conflit vécu dans le Nozo, un retour au pays natal qui devra contribuer à développer cette contrée. Et en page magazine de ce journal, allons à la découverte de Dizangué, où l'envahissement du lac Ossa par une espèce de plante connue sous le nom de Salvina molesta inquiète les populations locales. Et une solution justement pour s'en débarrasser a été donc trouvée par les défenseurs de l'environnement, et ceux-ci ont donc édifié les populations sur le sujet. Le reportage d'Eko Kalobé, Xavier Foucault. Ici, le lac Ossa. Nous sommes dans la localité de Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime. Un lac presque entièrement envahi par cette plante aquatique, la Salvina molesta, qui représente désormais un danger pour la survie de ce lac et des espèces qui s'y trouvent. Afin d'éradiquer le danger qui plane ici, des défenseurs de l'environnement ont mis sur pied des solutions naturelles pour se débarrasser de cette plante. Récoltée et bien traitée, la Salvina molesta permet la production du gaz domestique et des engrais. À l'instar du charbon écologique, nous avons fait des tests avec la Salvina molesta, qui est un charbon très efficace et les populations en ont vu les résultats. Et nous avons également fait du compost. Et nous proposons aussi des solutions où on peut produire du gaz synthétique. En dehors du biogaz, on peut produire du gaz synthétique à base de la Salvina molesta. D'autres recherches faites sur cette plante montrent également que sa transformation permet de booster la production de l'élevage, notamment de la volaille. Ceci permet aussi d'améliorer les performances au niveau des pondeuses. Ceci accélère la date de pré-ponte, ceci augmente le poids des œufs, ceci augmente le nombre d'œufs. En ce qui concerne les poulets de chair, on a noté lors de nos expériences que la projet Salvina tente à améliorer le poids des poulets de chair. Des protecteurs de l'environnement ont édifié les populations sur les différentes méthodes de transformation de la Salvina molesta. Un projet auquel a adhéré la municipalité locale, qui a également promis d'accompagner les riverains dans la collecte et la transformation de cette plante, désormais considérée ici comme une mine d'or. C'est avec ce reportage de Xavier Foucault et Koka Lobé que nous refermons cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Nyambo, un titre. Nous allons revenir sur ces mouvements au niveau de la préfectorale. 18 préfets qui ont connu des changements au niveau de 18 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Nous allons essayer de comprendre pourquoi en ce moment aussi. Ces mouvements au niveau de la préfectorale. Bon week-end à vous, Nadine Nyambo. Bon week-end à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi. 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Charles Ndikam, Joseph Espoir Billon, Didier Yimkwa et le directeur de publication de Politics Hebdo, Guy-Hervé Fongan. Guy-Hervé Fongan, des mouvements au niveau de la préfectorale en ce moment-ci, quelle lecture? La première lecture que je peux en faire, c'est pas un plaidoyer pour de mots, mais c'est une satisfaction, je dirais pas personnelle. Vous savez que dans ce mouvement-là, il y a quelques semaines, nous avons titré sur un sous-préfet, c'était à Bamongo, qui avait pris de haut tout un arrondissement, tout un village, en le traitant de tous les noms d'oiseaux, en disant qu'ils ne valent rien, qu'ils ne représentent rien et que Paul Biya doit aller à Yaoundé qui peut faire de ce qu'il veut. Donc il y avait une sortie de l'élite, je me rappelle à cette époque-là, qui était montée au créneau pour dénoncer cette attitude arrogante et méprisante. Et l'élite avait écrit au MINAT, avec implication au maire de la ville et aux autres autorités, et avait rappelé à l'ordre ce sous-préfet qu'ils estimaient un peu pédant, prétentieux
et malpoli. Aujourd'hui, dans le mouvement qui s'est opéré, on constate que ce sous-préfet a été envoyé ailleurs. Moi, c'est la première leçon que je tire. Pour dire que ceux qui arrivent dans les régions, il faut qu'ils n'ont pas donné des raisons à ceux qui pensent qu'il faut fermer l'ENAM, parce que ça a été un des combats en 2018. Un des chantiers du SIF qui estimait que c'était une école qui ne servait pas à grand-chose. Donc ce type d'attitude... Il est muté. Voilà, il est muté. Nos informations à BIOA dans l'Union. Il est muté. Et j'en profite juste pour envoyer un message aux autres qui arrivent et qui vont ce mouvement de va-et-vient pour dire que les fonctionnaires de l'ENAM qui arrivent dans des départements, du moins dans des arrondissements, dans les contrées, ne doivent pas se comporter comme des petits dieux, comme des petits poulbiens. On les appelle chefs d'État. Voilà, chefs d'État, c'est pas une raison pour mater les populations, il les prendre de haut aussi grossièrement. Ils sont les serviteurs du peuple, fut-il les gens qui sortent de l'ENAM. Moi, ça m'a... Pas que j'ai éprouvé une satisfaction personnelle, mais j'ai estimé que peut-être les élites qui étaient montées au créneau vont estimer qu'ils vont applaudir des deux mains et saluer ce départ-là parce qu'ils ne voulaient plus de ce type d'arrogance et de mépris, et que les autres qui arrivent dans les autres villages, arrondissements, comprennent qu'ils doivent collaborer avec les populations. Parce que quand, je prends un exemple terre à terre et pratique, quand on parle de sécurité dans des arrondissements par exemple, où on mobilise les chefs de quartier, chefs de bloc et consorts, il n'y a pas, si la population ne coopère pas avec l'autorité, il est difficile de démanteler tous ceux qui font le désordre et tous ceux qui font le mal. Et donc quand on réunit et mobilise chefs de quartier, chefs de bloc, etc., et qu'on les traite aussi de façon aussi méprisante, ce n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein de l'arrondissement, au sein du village, parce qu'à la vérité, le sous-préfet ou le préfet qui arrive est censé, j'allais dire, au-delà de la sécurité des biens et des personnes, veiller à ce qu'il y ait un climat harmonieux qui règne au sein de l'arrondissement. Et le préfet qui arrive doit le faire au niveau un peu plus élevé. Et le message que je leur envoie à ceux qui arrivent, c'est de penser à qu'il y ait une vraie co-construction du bien-être. Parce que le préfet y participe, et les populations aussi, qu'il n'y a pas une relation verticale entre les deux, mais que les rapports soient davantage horizontaux, parce qu'ils sont des partenaires sociaux et non des adversaires, et ils ne doivent pas être pris de haut par ceux qui ont été nommés aujourd'hui. C'est bien qu'ils saisissent très bien ce message, sinon ils vont continuer à donner raison à ceux qui pensent que on a tous hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire un État essentiellement centralisateur qui ne veut rien lâcher, qui a une approche essentiellement, j'allais dire, de diktat, qui dicte les choses sans vraiment chercher à coopérer avec les populations. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Et moi, c'est le message principal que j'envoie, et c'est la leçon que je tire de ce mouvement de va-et-vient qu'il y a eu dans la préfectorale, qui coopère. Donc et qui soit resté à Bamongo, hein? Non, de manière... Non, je ne suis pas resté, mais j'ai eu un raisonnement du particulier au général, comme on dit dans les sciences sociales, pour envoyer un autre message, aux autres préfets et sous-préfets. Il est muté. Voilà, qui ont été mutés ou qui ont été nommés, ceux qui sont arrivés pour savoir, pour qu'ils comprennent le souhait qu'aimaient les populations quand ils reçoivent un nouveau fonctionnaire de l'ENAM dans leur arrondissement. Voilà, Didier Imkwa, pour vous, ces mouvements qui interviennent en ce moment-ci, il y a le cas du département du Mfundi, 5 mois après la disparition du Jean-Claude Tila, de regretter mémoire, le Mfundi a un nouveau préfet. Serge Alain Autou, il serait assez prétentieux de décrypter les faits et les gestes du prince. Ouais. Mais j'ai eu le privilège pendant mes humanités à Yaoundé de rencontrer un grand monsieur de ce pays, Feu Henri Bandolo, parce qu'il aimait beaucoup les fleurs, il aimait le ficus. Chaque fois, il venait dans notre espace que nous considérions à l'époque comme un laboratoire d'ethnobotanique. J'ai eu la chance de discuter avec lui sur son œuvre Flamme et Fumée. Entre 2 bouffées de cigarettes, il m'a dit, mon fils, le président Biya a 2 armes qu'il maîtrise, l'espace et le temps.
Donc à la base de ces déterminants-là, on peut essayer de voir pourquoi c'est en ce moment qu'il déplace 18. Je crois que c'est 18 préfets. Qu'est-ce qui revient très vite, c'est que c'est après les élections régionales, au moment où on va installer les exécutifs régionaux, et on sait par le passé les relations conflictuelles entre les maires et puis les préfets. Est-ce que ce n'est pas... Il envoie les gens qu'il maîtrise bien dans les zones de conflit ou bien des zones chaudes, on verra. Mais, qu'est-ce que je suis certain, c'est que M. Biya a toujours un agenda. C'est un homme politique, ses actes doivent être analysés sous le prisme de la politique. Moi, je pense que le temps, évidemment, vous ne pouvez pas démentir que ça vient juste... Puisque, je crois, le mardi, après les élections, le mardi, vous appelez souvent ça la session de plein droit. C'est le mardi prochain qu'on va installer les régions, les présidents des régions. Donc moi, je pense que ce mouvement-là n'est pas anodin. C'est peut-être par rapport, je dis bien peut-être, par rapport à la fin du processus de la deuxième phase de la transition. Il faut quand même intégrer dans l'analyse que dans 9 régions sur 10, le RDPC n'a pas d'adversaire. Ça veut dire qu'a priori, le chef de l'État n'a pas de raison de s'inquiéter. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il n'a pas de raison de s'inquiéter, puisqu'il n'a pas de menace en réalité. Non, le problème se situe au niveau, de la relation entre peut-être le préfet et les administrés. Le problème ne se situe pas au niveau... politique non, on a dépassé ça depuis, mais le problème maintenant c'est au niveau du préfet et puis des élus locaux. Donc je connaissant un peu comment l'homme fonctionne, le code de Biya, ce mouvement là n'est pas un hasard. C'est votre lecture aussi, oui, Charles Dicam? Je partage cette lecture. Pourquoi seulement 18 alors? Ben écoutez, peut-être que ce sont les 18 qui interrogeaient, oui. Mais je partage la lecture de Didier Impois, savoir que ça n'est pas tant l'aspect politique, mais c'est plutôt l'aspect social, c'est la relation du préfet avec les administrés et avec les élus locaux. Absolument. Probablement qu'il a... Avec les élus locaux? Oui, bien sûr, bien sûr. L'élu local a en la matière son mot à dire. Donc je pense que c'est peut-être dans cette optique-là. Mais ça n'est certainement pas le fruit du hasard. Ce monsieur ne fait rien par hasard. Joseph Espoir Billon, pour vous? Pour moi, je vais vous demander pourquoi seulement 18 sur la cinquantaine. Pour moi, Serge Alain Outou, le président de la République, de par son ministre de l'administration territoriale, a la liberté de décider de changer un seul préfet. Oui. De laisser que c'est un peu comme dans le secteur que vous maîtrisez, l'enseignement. Si le ministre Nalova sort comme ça, il décide de bouger 10 proviseurs sur l'étendue du territoire. On se pose des questions quand même, non? Sauf que bouger 10 proviseurs sur l'étendue du territoire, c'est insignifiant. Voilà. Pour un pays qui a ici, on a 18 sur... Sur 58. Oui. 18 pour 58 sur 58, c'est pas insignifiant, c'est considérable. C'est Jalais, il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres pour changer des personnes. Oui. On peut les envoyer quelque part parce qu'on a quelque chose d'objectif à réaliser à cet endroit. Ils vont en mission. Oui. On peut estimer que le préfet du Vouri, par exemple, a une certaine expérience, une certaine expertise, qui peut mieux gérer des crises. On décide donc pour cela de l'envoyer dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, par exemple. Dans le Lyon et Kelly. Donc, je voudrais en fait... Le NEC, on a vu, le NEC, Lyon et Kelly. NEK, l'abréviation Lyon et Kelly. Le préfet du Lyon et Kelly, pour le moment, je pense qu'il fait très bien son travail. C'est pour ça qu'il est resté en poste. Je n'ai pas envie trop de commenter là-dessus. Le préfet qui m'intéresse, c'est le préfet de ma circonscription, c'est celui du Vouri. Oui. C'est pour ça que j'ai pris son exemple. Mais le sous-préfet s'en va, sous-préfet doit la il a une promotion. Je crois que pour partir de sous-préfet à secrétaire général de la région, ça devrait être une promotion. Donc, je continue de penser que le président de la République est dans le secret de ses choix. Et que le moment venu, il continuera à faire comme d'habitude, à avoir l'exclusivité de ses choix, dans la discrétion
de ses choix. Et je pense pour le moment que s'il a choisi de bouger seulement en 18, même demain, il peut signer un avenant. C'est pas fini. Il peut signer un avenant. On a déjà vu ça. Au Cameroun, il n'y a rien de nouveau. Que les autres ne doivent pas crier. Ils ne sont pas encore à l'abri. Ça peut arriver avec le président Biya. C'est Jalais, le président de la République est capable de faire une nomination aujourd'hui. Oui. Un jour après, il refait l'autre. Donc, moi, je dis un truc. Je vous prends un exemple. Il y avait à l'époque un sous-préfet en Gambais qu'on avait nommé secrétaire général à la communauté urbaine de Limbé. Il est resté en poste comme sous-préfet. Il n'a pas bougé, bien qu'il avait été nommé. Son décret, tous les documents étaient là, il était nommé là-bas, mais il est resté sous-préfet, il a été maintenu. Donc rien ne vous dit que les 18 qui ont été nommés vont vraiment partir. Pour le moment, on croise les doigts et on voit ce que le gouvernement va faire de ces nominations. Voilà une autre virgule avec le militant écologiste. Nous avons sur ce plateau, on a vu en page magazine cet élément qui nous vient de notre correspondant local, Eko Kalobé. Il parle de l'envahissement du lac Oussa par la Salvania molesta. Oui, c'est une plante envahissante comme la jacinthe d'eau. C'est le résultat des phénomènes d'eutrophisation qui entraînent malheureusement de tuer presque tous les fleuves chez nous. L'oignon, par exemple, aujourd'hui, il a séché à côté de la jacinthe d'eau. Je félicite beaucoup ces jeunes-là qui ont trouvé une solution naturelle, c'est-à-dire valoriser. J'ai suivi là la fabrication du charbon écologique à partir de cette plante envahissante. Mais moi, je pense qu'il faut agir en amont. C'est-à-dire qu'il faut dire aux populations que c'est leurs déchets, soit les eaux usées, soit les déchets biodégradables, qui jettent dans ce lac-là, qui, en transformant l'aspect physique ou bien chimique de ce lac, c'est cette transformation qui entraîne cette eutrophisation. Donc il faut expliquer aux populations que dorénavant, elles ne doivent pas transformer ce lac en une poubelle aquatique. Donc, et puis c'est très bien ce que je regarde là, lorsqu'un exemple comme celui-là vient des jeunes. Ok. Guillaume Fonga, vous voulez apporter une précision, c'est quoi? Oui, une précision pour dire que vous savez, des fois, des gens écoutent et entendent ce qu'ils veulent. Oui. Il faut restituer la vérité pour dire que c'est exprès qu'on n'a pas voulu donner certains noms pour ne pas jeter les gens en pâture et remuer le couteau dans la plaie. Il y a des circonscriptions où les conseillers ont choisi des candidats pour les régionales qui ont même allé aux élections. Ils ont remporté l'élection et arrivé à Yaoundé, on a enlevé leur nom. Seulement parce que, pour des raisons que personne ne maîtrise, le parti a estimé que cela ne pouvait pas représenter la région pendant les élections. Et on ne peut pas, objectivement, parler de démocratie dans ces conditions-là, où les conseillers s'asseyent, se réunissent, choisissent un candidat, ou choisissent des candidats, et quand la liste arrive au comité central, les noms sont retirés. Ce n'est plus le choix. Ce n'est plus le choix fait par les conseillers. À partir du moment là, on peut pas considérer. On n'a jamais écrit des électeurs qui votent. Donc, il faut que les gens comprennent, écoutent pour répondre, écoutent pour comprendre, pas pour répondre. Et c'était bien à préciser, c'était bien à clarifier que beaucoup de conseillers aujourd'hui sont frustrés parce que aujourd'hui, on a commencé par rejeter les candidats qu'ils ont choisis eux-mêmes à la base. Premier crime. Deuxième crime, on va leur imposer désormais les présidents de région qui n'ont jamais choisi. Donc c'est un double crime contre la démocratie. Ils vont souffrir dans leur chair et ils vont accepter ça et ils vont peut-être vivre ça en victime résignée. Je voulais quand même noter dans le journal, j'ai remarqué, c'est important de le dire, ce ouf de soulagement que connaîtront les populations de Mbanga. Je pense que c'est le type de sujet qu'il faudrait avoir plus souvent. Donc, ils ont vécu 10 ans, ce qui est vrai d'ailleurs, connaissons un peu cette localité-là. Vous parlez de Mbanga, on vous comprend. Voilà, donc les gens ont vécu 10 ans, ça. Vous êtes l'eau, c'est la vie. C'est un plaidoyer pour l'homme. Non, du tout. Vous avez vécu vous êtes l'eau, c'est la vie. Je ne prêche pas un converti. L'eau, c'est la vie. Tout à fait, quoi. Et donc, vivre 10 ans sans eau, je crois que ces populations ont fait preuve d'un stoïcisme indescriptible. Mais Guy, moi je pense qu'il y a une manière, il faut qu'on se mette durablement, si tu permets la tautologie, dans le développement durable. Aujourd'hui, comme ailleurs, dans d'autres pays, on recycle les eaux usées pour conserver les eaux douces parce que tous les experts du monde
nous disent aujourd'hui que demain, la cause de la Troisième Guerre mondiale, ce sera l'eau douce. Et puis l'Afrique, le continent africain, a les réserves de près de 60% de l'eau douce dans le monde entier. Donc moi, je pense qu'il faut y penser, parce que ces eaux usées, on peut facilement les recycler et récupérer 45%. Et pour utiliser à d'autres fins, nettoyage, arrosage des jardins, il faudrait que les maires, les élus locaux se mettent dans cette vision de durabilité. Et je pense qu'il faut remettre les citoyens au centre du jeu politique. C'est d'ailleurs un des leitmotifs, c'est un combat que nous allons mener parce qu'il ne faut pas que ça reste dans les effets d'annonce. Oui. On a amené les caméras, on a filmé. Parce que les eaux que nous rejetons là, on fait le show à la télé, ils sont repartis. Je vois que le budget de la mairie de Manga c'est 634 millions, on l'a vu tous au journal. Et ça paraît très beau, très joli. Il faut effectivement, nous allons suivre ça de très près dans les semaines à venir. Voici effectivement, après avoir souffert 10 ans durant, si dans les semaines qui arrivent, les populations auront effectivement l'eau tel que ça a été annoncé, on va regarder ça de très près, que ça ne reste pas simplement dans les effets d'annonce pour essayer de distraire l'opinion publique. On va veiller à ce que ce soit, qu'on passe la parole aux actes, parce que l'eau c'est la vie. Je veux Espoir Billon pour mardi. Vous voulez voir à la tête des exécutifs régionaux de nouveaux visages, des jeunes, ou bien ces personnes-là qui ont déjà, comme disait quelqu'un, ont déjà roulé leur bosse, mais qui ont quand même l'expérience, une certaine expérience, on va le dire. J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui est important pour le Cameroun? Oui. Je pense que ce qui est important pour le Cameroun, c'est qu'on ait à ces postes des compétences avérées, mais qu'on donne la chance à la jeune génération de pouvoir mieux apprendre pour que le moment venu, ils puissent aussi occuper ces postes avec suffisamment de compétences. Je peux vous assurer une chose, ces gens-là autour, j'apprends énormément aux côtés de M. Richard Fungo à la mairie de Douala 5e. J'apprends beaucoup de choses tous les jours. Parfois, il m'arrive de me poser la question si j'étais maire. J'aurais été vraiment à la hauteur. C'est normal, il faut être un humain, il faut être suffisamment humble pour reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Et je crois que pour les donc votre poste de maire adjoint, ça vous fait du bien, quelque part? Oui, énormément. J'apprends énormément. Et je me dis, si après... En 2025, Joseph Espoir Billon, maire, il n'y aurait pas de problème. Peut-être en 2030. Oui. Peut-être en 2035. Parce que vous serez passé par le poste d'adjoint. Peut-être qu'en 2025, j'aimerais voir un jeune comme moi avoir aussi la chance de devenir adjoint au maire. Vous savez, on a passé le temps à tirer sur le président Paul Biya en disant qu'il a occupé ce fauteuil et qu'il ne l'a partagé avec personne. Si je vais être cohérent avec ceux qui le disent, j'ai envie qu'en 2025, je me retire pour donner la chance à un jeune comme moi d'être à ma place aussi. Vous revenez en 2030 ? Ou en 2035. Ou alors aller vaquer à d'autres occupations, à faire quelque chose de mieux. Pas de triomphe modeste, donc on pourrait dire que vous manquez d'ambition. Je ne veux pas. En 2035. Je ne veux alors pas. Que les espoirs semblent être misés sur vous, mais je ne veux pas. Dire que vous manquez d'ambition. Je ne veux pas que mon ambition soit démesurée. Je ne veux pas penser à moi. Je veux penser à mon pays. Et je pense que si aujourd'hui au Cameroun, tous les Camerounais pensaient à se faire substituer, on aurait beaucoup de compétences à beaucoup d'endroits. C'est pour ça que lorsque vous voyez quelqu'un être ministre pendant 50 ans, est-ce que c'est quelqu'un qui a décidé de le maintenir? Quand vous voyez quelqu'un être député pendant 50 ans, quand vous voyez quelqu'un occuper une fonction éternellement, vous vous posez la question si dans ce pays, il n'y a personne d'autre qui pouvait l'occuper. Et à un moment, c'est enlaçant. C'est fatigant. Général. Vous ne pouvez plus réfléchir. Vous n'avez plus la même motivation. Je vous dis, la première fois que j'ai mis mon pied à la mairie, je me suis posé la question si c'était vraiment la mairie là-bas. J'étais tout ébloui. C'était comme quand j'avais eu mon bac. J'étais content. J'avais envie de prouver que je peux faire quelque chose de nouveau. Mais c'est juste un temps de désillusion. Vous revenez sur terre, vous vous rendez compte que c'est difficile. Il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre. C'est pour ça qu'on s'entoure des expertises comme Didier Yimkwa, comme tous ces autres experts qui accompagnent. Parce que moi, je suis chargé de l'environnement. Et je me fais entourer par beaucoup de personnes qui ont une expertise. Même les chefs de service qui sont là, tous ces autres gens qui vous conseillent, qui vous disent ce qu'il faut faire. Et le moment venu, lorsqu'on va vous dire, voilà le bateau Cameroun, gérez-le, ben vous aurez l'expertise nécessaire pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je veux dire aux gens. C'est vrai, ceux qui sont... c'est la première fois qu'on a des exécutifs régionaux. Peut-être qu'on a peur de les confier aux gens qui n'ont aucune expérience. Parce que quel est le risque qu'on prend en décidant de confier toute une région comme le littoral à un immature comme Joseph Espoir Billon? Vous savez, je suis tellement habitué au mot immature que j'aime souvent le ramener régulièrement. C'est pour ça que on va... Même si par ailleurs on a pris pour exemple chez vous Macron.
Je voudrais dire une chose. La maturité ne se quantifie pas sur le fait qu'on parle bien ou qu'on a posé des bonnes actions ou qu'on a fait ceci. Bref, ceux qui savent en quoi ils mesurent leur maturité, ils se le savent. Pour le moment, moi je suis Joseph Espoir Billon, fier de l'être et je ne compte pas changer, ni en bien ni en mal. Je vais rester tel que je suis. Moi j'avais envie de dire, Serge Alain, qu'en réalité, il est bénéfique pour les exécutifs régionaux qui arrivent, qu'on nous mette des gens compétents. Et à côté de ces gens compétents, on met des personnes qui vont venir apprendre à travailler. Ce qui fera qu'au prochain mandat, on aura des gens plus outillés. Quand vous avez un ancien gouverneur qui a été gouverneur pendant longtemps, c'est clair que s'il est président régional, c'est un administrateur civil hors échelle. Il est mieux outillé. Et je pense que les rapports d'un ancien gouverneur avec un gouverneur, oui. Oui, ce sera comment convivial. Je vous prends un exemple, à la mairie de Douala 5e, le 3e adjoint au maire, le maire Tamandio Janou, il a été sous-préfet à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Aujourd'hui, il est 3e adjoint au maire dans le même arrondissement et ses rapports avec le sous-préfet sont même plus agréables que Joseph Espoir Billon avec ses sous-préfets, parce qu'il a été sous-préfet dans le même arrondissement, il connaît les réalités de cet arrondissement. Et lorsque le sous-préfet est parfois en difficulté, il se rapproche de son ancien collaborateur qui connaît très bien les archives de son arrondissement et il l'aide. Je crois qu'un gouverneur, quelqu'un qui a été gouverneur dans la région du littoral, sera encore plus à l'aise à être président de région. Je n'encourage pas. Pour le moment, j'ai dit, nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place. Un ancien délégué comme ton nous sommes en train de mettre en place au Cameroun des structures qui n'existaient pas. Pour le moment, on ne peut pas prendre le risque de les donner aux gens qui n'ont pas suffisamment de compétences. On les donne d'abord à ceux qui ont déjà géré quelque chose de presque similaire. Et on met à côté de ces personnes des gens qui viendront pour apprendre. Et après plusieurs mandats, c'est clair qu'on va écrire des livres pour mieux gérer ce genre de structure. Moi, je suis pour qu'on garde les anciens. Oui, si la gestion de ces anciens, de ce qu'ils ont eu à gérer était bonne, je pense que ce que vous venez de dire aurait son sens. Mais malheureusement, ils ont participé à l'échec que nous connaissons tous. Parlons plutôt d'expérience et parlons pas de compétences. Malheureusement, c'est ça le souci. Maintenant, comme vous dites, c'est une nouveauté que nous découvrirons tous, oui. Même si je pense que c'est un bébé mort-né. On verra ce qu'ils en feront et on en tirera expérience. Ça n'est que 5 ans. Il faut déjà qu'on leur donne les moyens de leur politique. C'est déjà de ça qu'il est question. Espérons qu'ils auront les moyens de leur politique. Le tout n'est pas pour eux d'avoir occupé des postes. Les populations attendent quelque chose. On leur a promis que cette décentralisation améliorera leur quotidien. Donc c'est d'eux qu'il s'agit en priorité. Guervé Fongan, on devrait faire avec les mêmes, pour vous? Non, moi je voulais... Non, on devrait recommencer avec les mêmes? Pas forcément. On peut extraire la bonne graine de livret, c'est pas impossible. C'est pas tous les anciens qui sont mauvais. Et j'ai eu un peu de mal à cacher mon inconfort en écoutant le discours un peu angélique du maire Billon. Parce que la vérité, on voit bien à l'épreuve des faits que si le premier critère était la compétence et l'expérience, il y a plein de gens qui auraient été retenus dans cette élection que le problème ne se poserait pas. Donc il y a d'autres logiques totalement surréalistes et sous-jacentes qui ont motivé le choix. Vous aimez parler du cas littoral, hein? Oui, vous aimez parler du littoral, Guervé Fongan, on vous voit venir. Oui, il n'y a pas que le littoral. Ce que je dis est vrai pour délégué Tonin, ce que je dis est vrai pour Joseph-Antoine Bell, ce que je dis est vrai pour Jean-Péa Yondok, ce que je dis est vrai pour Débéyé, etc. Oui. Donc ils sont pleins comme ça qui ont des faits d'armes, qui parlent pour eux à leur place, qui n'ont pas été retenus à la base. Non, les candidatures n'ont même pas été retenues. Et parmi eux, vous en avez qui avaient été choisis par les conseillers comme devant porter la liste. Donc si c'était vraiment les hommes consulants, on peut les déporter dans les différentes régions du Cameroun. Donc si le critère de base était l'expérience ou la compétence, eh bien il y a des gens qui font autorité dans leur domaine, qui sont des managers accomplis, qui ne devraient pas en principe être écartés de des régionaux. De tous les noms que vous avez cités là, j'ai retenu Perial Nyodok.
je peux... Le footballeur, c'est fait d'armes, c'est quoi? Non, je vais dire que... L'autre industriel qui a fermé l'industrie brassicole, c'est fait d'armes, c'est quoi? Je peux citer des exemples dans plein d'autres régions, mais on est d'accord. Ce n'est pas le débat. Je voulais simplement noter avec vous que le critère de base n'était pas la compétence ou l'expérience, parce que ça paraissait totalement surréaliste. Il y a les anciens qui peuvent revenir. On a évoqué tout à l'heure le cas d'André Siaka, qui est un manager accompli qui peut apporter des choses intéressantes pour la région de l'Ouest. Je vais dire qu'il peut aujourd'hui, un monsieur comme André Siaka, il a avec le carnet d'adresse. Non seulement Rodaf, non, il y a les brasseries avec son passage aux brasseries est marqué du marque indélébile, ça parle pour lui. Après ça, il y a Rodaf. Il y a des gens comme ça qui sont les managers. Il y a le GICAM que j'ai oublié. C'est vrai que même moi au brasserie, je fais le mieux. Voilà, donc, les Camerounais boivent toujours la bière. Donc il y a le GICAM. Il y a le GICAM. Donc je vais dire que il y a des personnes comme ça, des anciens peuvent revenir et qui soient utiles aux autres. Donc on peut, de manière objective, réussir quand on est sérieux et rigoureux, capable d'extraire la bonne graine de livret. Tout à l'heure, je parlais de rédemption, que beaucoup n'aiment pas sur ce plateau. Donc même les anciens qui ont mal fait hier peuvent avoir... Rien ne dit qu'ils vont continuer à faire mal. Ils peuvent se repentir. Ils peuvent être touchés par la grâce. Voilà, par la grâce. Parce que en fait, c'est tout ce qu'on peut faire, puisque c'est les mêmes qui reviendront. Tout ce qu'on peut faire dans le rapport de force, ils ont... Je vais dire qu'ils ont la majorité, ils contrôlent quasiment tout le dispositif. Tout ce qu'on peut faire, c'est de croiser les doigts et d'espérer peut-être réciter une veine. Mais pour vous, l'idéal, c'était quand même qu'on ouvre, qu'il y ait la compétition. Qu'on ne parte pas des Yaoundé avec un nom dans une enveloppe. Ça, c'est votre... Pas que pour lui, pour tout le monde, je pense. C'est que ça a été fait avec les maires de la ville. Donc moi, je ne suis pas surpris que le même schéma se reproduise. Donc ce n'est pas surprenant que le même schéma se reproduise. Étant donné que j'ai envie de parler comme les dilettantes, puisqu'après tant de sacrifices, mon effort en vain, je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne. Alors peut-être que comme on a été plus ou moins socialisé dans un moule catholique, on peut peut-être réciter un rosaire ou faire une veine, espérer que ceux-là qui sont aux affaires soient touchés par une grâce et qui décident de changer, de penser véritablement aux populations. Parce que quoi qu'on dise, ils contrôlent tout le dispositif électoral, quoi qu'on fasse, ils reviendront aux affaires et on peut simplement espérer qu'ils soient touchés par une grâce et qu'ils décident enfin, avec les régionales, de faire les choses différemment. Mais je pense comme Didier, que ceux qui réussiront seront ceux qui auront la capacité d'aller prendre à l'extérieur ce qui peut apporter un plus. Le carnet d'adresse. Et ceux qui seront soucieux du bien-être des populations. Je voulais te dire qu'on remarque dans ces dires, il contrôle tout le dispositif électoral. Il a dit peut-être de manière spontanée, parce que peut-être qu'il a pensé. Mais je voudrais que vous compreniez une chose, c'est qu'il contrôle tout le dispositif électoral. Voilà. Lorsque j'ai dit ça, j'ai envie qu'on me jette encore la pierre au-dessus et qu'on me prouve le contraire. Il contrôle tout le dispositif électoral. C'est exact. Et lorsque tout le dispositif électoral est contrôlé par quelqu'un, je veux qu'on parle de démocratie dans ce pays-là. Je veux qu'on continue à me lapider parce que j'ai commis la bêtise de demander, dans le sens de la réconciliation, c'est l'idéologie de mon parti, réconcilier, dans le sens de la réconciliation, j'ai commis la bêtise d'oser demander pardon à quelqu'un que j'estime n'avoir pas compris lorsqu'il disait que les autres d'en face contrôlent tout le dispositif électoral. La proposition n'était pas bien formulée. Lorsque j'ai pensé, et avec suffisamment de recul, que ces gens-là contrôlaient tout le dispositif électoral, j'ai regretté de n'avoir pas écouté celui qui a toujours dit qu'il contrôlait tout le dispositif électoral. Il a toujours dit tout ce que nous aurons fait est contrôlé totalement par les autres et c'est eux qui décideront. Si on dépose 58 candidatures dans les 58 départements, ils choisiront d'annuler 30 et nous laisserons avec 28. Ils contrôlent tout le dispositif électoral. Au Pakistan, on sait pas qui vous parlez. Non, je ne parle de personne. Je parle de personne. Je voudrais quand même ici que les téléspectateurs qui nous écoutent
comprennent que dans notre pays, il y a quelqu'un qui contrôle tout le dispositif électoral, qui décide de qui va gagner. Que pour le téléspectateur du Pakistan, il ne sait pas de qui vous parlez. Je ne m'adresse pas aux téléspectateurs du Pakistan. On nous regarde partout. Je m'adresse aux téléspectateurs camerounais et qui savent qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a un parti politique qui contrôle tout le dispositif électoral, qui décide d'annuler les listes de candidatures là où ça l'arrange, comme c'était le cas dans le Nyong-Ekele. Si vous voulez que je parle plus clairement, le Nyong-Ekele a 10 arrondissements et il avait déposé 10 candidatures dans les 10 arrondissements, sauf que celui qui contrôle tout le dispositif électoral avait décidé d'annuler 3 arrondissements sans l'avis de personne et de permettre au PCRN, par pitié, d'aller compétir dans 7 autres. Et dans les 7 autres, il a encore trouvé un mécanisme qui lui permettait de prendre 2, ce qui l'assurait déjà sa victoire au régional. Voilà. Dans tous les cas, dit qu'on a constaté que ces gens contrôlent tout le dispositif électoral, nous suffirait pour qu'on soit lapidé ou alors pour qu'on soit pendu. J'ai envie de dire à Dieu, prends-moi maintenant, parce que je trouve que je n'ai plus rien à faire. Merci. Guy, je voulais dire que Joseph Espoir Billon est l'illustration parfaite de la démocratie. Sans la démocratie, il ne serait pas maire. Et puis, je voulais aussi dire à mon très cher frère Fongan que le RDPC est libre de faire ce qu'il veut. Choisir entre investir ses candidats et passer par l'élection. Il est libre. Et vous parlez pour eux, ils disent qu'ils ne viennent plus ici. Hein. Non, parce qu'on n'a pas du RDPC ici. Et puis moi, je voulais le refaire parce qu'il a utilisé... Vous parlez en leur nom? Non, je parle par leur nom. Je n'ai pas... Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi... Non, laisse-moi parler, parce que tu as utilisé les mots très durs. Tu as parlé de crimes. Ce n'est pas un crime. Investiture ou bien élection, ça se voit partout. Il y a même des linkages. C'est-à-dire, on prend 50% investiture, 50% élection. C'est des formes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, n'est-ce après l'élection des présidents régionaux. C'est ça qui nous intéresse. Oui. C'est ça qui nous intéresse tous les Camerounais. C'est ça qui nous intéresse tous les Camerounais. Et je voudrais prendre un exemple. Est-ce que tu sais, ou bien, que toute la grande région du Nord n'a pas de lumière? Or, nous avons le solaire. 10 heures d'ensoleillement par jour. Vous avez l'électricité 24 heures sur 24. Mais les gens préfèrent, ils ont appelé ça une connexion, je ne sais pas quoi, aller prendre les thermiques à Yaoundé pour l'électricité dans le Grand Nord. Et vous savez combien ça coûte par jour? Or, c'est ce genre de choses, ce genre de choix que nous ne voulons plus lorsqu'il y aura des présidents régionaux. Il y a un exemple tout près au Tchad où ils se sont mis résolument au solaire et croyez-moi, ils s'en sortent très bien et à moindre coût. Voilà, merci. Donc, je pense que... Merci, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Il faut qu'on compte sur ces grands fonctionnaires-là, parce que la région, c'est la fonction publique locale. Ok, donc, on doit compter sur eux pour qu'ils mettent sur pied, pour qu'ils mettent les premiers jalons de ce fonctionnement, de cette fonction publique-là, pour préparer à la génération future. Merci Didier Imkwa, merci Charles Ndikam, merci Guy Fongan, merci à vous également Serge Espoir, Joseph Espoir Billon, monsieur le maire. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir à tous les Camerounais qui attendent la carte nationale d'identité et qui ont des récépissés depuis des mois. Bonsoir à vous.